Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 2 mai 2022. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma page Facebook concernant la vidéo, sur ma page deux journées encore, sur ma chaîne YouTube et je vous remercie également de vos commentaires que j'ai reçus en messagerie privée. Alors, merci. Alors oui, j'ai un ami. En fait, j'ai un ami, je le considère comme un ami. Et j'ai un autre ami qui, lui, me disait, je considère ami quiconque ne me fait pas de mal ou ne m'a pas fait de mal. Alors, on peut considérer qu'on a pas mal d'amis, vous et moi. Et cet ami, eh bien, il ressemble à Jacques Lacan. Physiquement, ouais. Et je pense lui avoir dit qu'il y avait une certaine... Il ressemble, c'est pas le sosie de Jacques Lacan, mais une certaine ressemblance avec Jacques Lacan. Et lui, il me disait que Winnicott, ben oui, cet ami-là aussi est très féru en psychanalyse, et je pense qu'il en a... fait une lui-même, et il a été proche pendant un certain temps des cercles lacaniens de Montréal, je pense. Et je pense aussi également qu'il en est revenu. Bon. Et qu'il regarde ça avec pas mal d'humour. Et il me disait que Winnicott, que Winnicott, que Lacan admirait beaucoup. Winnicott disait au sujet des mères, eh ben, c'est la mère que t'as et il vaut mieux avoir cette mère-là que pas en avoir du tout. Je cite de mémoire. Lequel Winnicott rappelait à Lacan que son nom prenait 2C et 2T, car Lacan orthographiait mal le nom de Winnicott. En tout ça pour dire aujourd'hui, suite à la promenade d'hier, à la recherche du grand midi de Nietzsche, j'ai pensé à Nietzsche aujourd'hui. Nietzsche, c'est une lecture que vous avez tous fait dans votre adolescence. Nietzsche, c'est le compagnon de l'adolescence. C'est le compagnon de la naissance des hormones, du désir, du désir sexuel, du goût du dépassement, du courage, des nuits blanches. On a tous du génie à l'adolescence. Hein? On est tous des voyants à l'adolescence. C'est le génie rimbaldien par excellence. Les adolescents, ils sont tourmentés, ils sont révoltés, ils sont entiers, rien ne leur échappe. En fait, c'est l'âge du génie, l'adolescence. C'est aussi l'âge des pensées suicidaires, c'est aussi les grandes colères, c'est aussi les derniers feux de l'enfance qui s'éteignent, c'est les grands émois, c'est les grandes discussions, c'est refaire le monde, le refaire, le défaire, le refaire. Et au fond, Nietzsche, c'est à l'adolescence qu'on le découvre. Mais ceux qui se piquent de lire, qui se piquent d'écrire, qui se piquent d'avoir une vie intellectuelle, eh bien, Nietzsche reste cet indépassable compagnon. On y revient, parfois très furtivement, et on peut se le permettre avec Nietzsche, car Nietzsche ne s'appesantit jamais. C'est un homme léger. C'est un homme léger de ceux qui ont pris la mesure de la gravité de la situation. Nietzsche, c'est le héros tragique, par excellence. Donc, toujours gai, d'une certaine manière. Toujours joyeux, d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, je vous dirais les conséquences de ma propre parole d'hier, vous faisant l'aveu du fait que ma mère est aux soins palliatifs. Et ça se déroule pas tellement bien, en fait, aussi. Je pense que vous l'avez entendu quand je vous dis qu'elle est empêtrée. Vous voyez, elle est empêtrée, elle est
on, on- on est toujours pris avec soi. Hein. On est toujours pris avec soi, et si on n'a pas su comment vivre en bon compagnonnage avec soi, c'est un peu la grande leçon de Nietzsche aussi. Être en bonne amitié avec soi-même, sans complaisance. Nietzsche ne nous invite pas à la complaisance. À, il nous invite au dépassement, il va sans dire, mais il nous invite aussi à prendre la vie à bras-le-corps et à ne pas craindre les épreuves. Alors, ce que je vais vous lire quelques-uns des commentaires qui me sont venus. Alors, on ne ressort pas indemne à l'adolescence de cette fréquentation avec Nietzsche. On n'en sort pas indemne parce que sa pensée, la lecture qu'on en fait, laisse un sceau, une sorte de... comme une bête marquée, hein? Comme une vache marquée par le fer nietzschéen, ou le chameau de Zarathustra. Hein? Au fond, on est des chameaux marqués au fer à chaud. C'est un maître de rêve, nous invite à rêver. C'est un maître de langage, le Nietzsche premier, c'est un philologue. Et il nous invite au dépassement de la quotidienneté, de cette quotidienneté qui est qui arrase tout, qui bouche tout, et qui en fait, la quotidienneté est notre unique souci. Il nous invite à y insuffler un souffle d'éternité. Il nous invite à faire des saillies dans cette quotidienneté. Il nous invite à la griffer. Et que le rêve que Nietzsche propose, c'est afin de sortir de ce monde de contradictions et d'essayer de se désengager de ce présent, d'aller au-delà du présent, de dépasser la ligne d'horizon. Et j'ai noté à quelque part dans l'un de mes carnets, Nietzsche parlait du tragique féroce bonheur. Vous voyez ces trois mots-là ensemble. Je ne sais plus de quel texte c'est tiré. Mais on entend comme la poésie de René Char dans ces trois mots mis ensemble. Tragique, féroce, bonheur. Tragique, féroce, bonheur. Le tragique témoigne de notre faiblesse. Et en apparence, il est une victoire sans appel sur le bonheur. Mais dans la douleur proposée, dans les grands chagrins, dans les grandes déceptions, dans l'épreuve du feu, Mariupol, la douleur, l'expérience de la douleur, nous offre la possibilité d'exercer notre volonté de puissance. Et cette volonté de puissance doit se mesurer au niveau de la douleur pour que quelque chose se produise. Une étincelle, un apport de force nouvelle, une capacité à rêver encore plus, une capacité à se projeter hors de la quotidienneté, hors des fers du présent, afin que l'existence la plus haute nous soit proposée. J'aurais envie de dire, non, peut-être pas dépassement, mais adéquation avec la douleur. Le bonheur, on le sait, on l'entend au petit bonheur, hein? La chanson de Félix Leclerc. C'est un petit bonheur. C'est quelque chose qui peut être parfois presque insignifiant.
Et puis quand on entend bonheur dans notre société qui a surabondance de propositions de bonheur et qui est toujours une promesse de bonheur, qui en fait, au fond, se résume à une vie confortable, ce qu'on appelle le calme, la tranquillité, plus prosaïquement, la vie pépère. Hein? La vie pépère. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dégradant que la vie pépère? Alors, le bonheur tel que Nietzsche le conçoit, se calque avec la dangerosité de notre monde, avec l'imprévisibilité parfois meurtrière, Mariupol, les soubresauts inquiétants de l'histoire. Hein? On entend quoi là ici? On voit quoi en ce moment? Tous les fantômes de la Deuxième Guerre mondiale, les 50 millions de morts, les 50 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale viennent de réapparaître tous en même temps. Une cohorte de morts qui crient peut-être pas vengeance, mais qui crient leur existence. Aujourd'hui, Lavrov est allé dire qu'Hitler avait du sang juif. On n'a pas de sang juif. On est de confession juive. Ça n'existe pas, le sang juif. Alors déjà, juste de concevoir une telle chose, alors évidemment, tout le monde hurle, en particulier les Israéliens, qui ont bien raison de s'indigner. Et les Israéliens qui rappellent que la Shoah est un crime unique, un crime métaphysique. Il y a bien d'autres horreurs qui se produisent régulièrement sur cette terre, mais la Shoah est unique, la Shoah est à part, pour toutes sortes de raisons, on ne va pas élaborer là-dessus. Zelensky est de confession juive. Je veux dire, pour moi, ça relève à la fois du miracle, à la fois de la damnation. Mais ce qui se passe en Ukraine, le courage des Ukrainiens, je suis convaincu qu'ils ont des moments d'extase, des moments de dépassement, des moments qui se disent « Hé, merde, esti, on est des héros, on a du courage. Il y a des choses qui sont plus importantes que nos misérables existences. » J'ai pas encore, et je pense que c'est le cas de personne, je pense que nous n'avons pas encore mesuré collectivement cette invraisemblable leçon de courage que nous recevons tous. Oui, il y a eu d'autres exactions. Oui, il y a eu d'autres peuples qui ont fait preuve de courage. On ne s'est jamais senti visé personnellement. Les Ukrainiens, ce sont des Européens comme nous. Que les Américains aient commis des exactions en Irak ou ailleurs, hein, leur feuille de route là-dessus est assez impressionnante, on va s'en dire. Mais le courage des autres, c'était quelque chose qu'on n'était pas capable de penser. Tandis que le courage de gens qui partagent à peu près une même culture, une même sensibilité, je dirais même une même apparence, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore mesuré l'importance que ça va avoir sur nos vies. Et puis si la folie meurtrière, si le nihilisme peut être contagieux, il y a peut-être d'autres choses aussi qui peuvent être contagieuses. Alors c'est une situation nietzschéenne par excellence. En fait, on pourrait même dire que nous sommes entrés dans des temps nietzschéens où tragique, féroce bonheur vont devenir cette indispensable triade. Je pense qu'on devrait même en faire une devise, le tragique, féroce bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Nietzsche? C'est quoi le bonheur selon Nietzsche? Et ça, j'ai pris ça de l'Antéchrist. L'Antéchrist, que j'ai jamais lu, je devais avoir 16 ans à peu près. Et à 16 ans, pour moi, tout le problème de l'humanité, c'est son attachement à l'idée de Dieu. J'étais férocement athée. Aujourd'hui, je suis plus nuancé parce que je pense que Dieu, qui est peut-être une invention des hommes, appartient au monde du rêve.
Et, et ce qui appartient au monde du rêve a tout de même un poids de densité. Alors, Nietzsche nous dit que le bonheur, c'est le sentiment que la puissance grandit. On fait face. Qu'une résistance est surmontée. On fait face. Non, le consentement, mais encore la puissance. Non, la paix avant tout, mais la guerre. Non, la vertu, mais la valeur. Vertu dans le style de la Renaissance. Vertu. Vertu dépourvue de moraline. On ne fait pas la morale. On fait face. Le bonheur est toujours à faire, il est devant. C'est un exercice. Il est mobile, il est astucieux. Les périls qui se dressent devant lui sont innombrables. Il faut pouvoir danser avec les périls. Faire face à l'épreuve. Le grand calme. Le grand calme, le grand été. C'est éthylisme dans les camps qui demeure sereine, qui demeure joyeuse, qui demeure inébranlable, qui se réjouit d'un rayon de soleil traversant les barbelés, ou encore d'un rayon de soleil à travers le crachin des cheminées. Le héros tragique est gai. La fidélité à l'existence, le mouvant, le fluide, le mouvement, c'est Héraclite. Les bons Nietzschéens sont nécessairement héraclitéens. Ils savent que tout est mouvement, que tout est feu, que tout est polémos. Mais ce qu'on vit en ce moment, ce que peut-être encore là, peu de gens ont bien saisi ce qui se passe, c'est la structure intellectuelle du management qui est en train de se fissurer. Je ne dis pas que le management ne va pas reprendre toute sa puissance. Le management nous offrait, au fond, l'image de la stabilité. Une sorte d'éternité statique. Tout est prévisible. Une sorte d'éternité mortifère. On travaille tant d'années. Les actuaires calculent combien il nous reste de temps à vivre. Si on ne tombe pas malade avant telle date, on recevra tel montant de notre pension, on pourra faire telle chose. Eh bien, ce monde-là de calcul, il va falloir qu'ils vraiment là, sortent leur calculette parce que les coûts astronomiques de la COVID, de la récession, de l'inflation, le coût de la guerre vont être astronomiques. Et cette stabilité managériale risque a de bonnes chances de rendre notre vie très compliquée. Il nous dit, Nietzsche, aussi notre responsabilité à créer son propre bonheur, à créer sa propre vie, à faire de sa vie une œuvre d'art, à faire de sa vie quelque chose dénué de ressentiment. Hier, je vous confiais que toutes les conversations que j'entends autour de moi, ce ne sont que des plaintes. Et on se plaint toujours de quelqu'un. Le Nietzschéen ne se plaint de personne. La possibilité de se créer soi-même en prenant à bras-le-corps toutes les épreuves que l'existence nous met devant nous. L'être tragique, ce que nous sommes, est terriblement volontaire. Et je pense qu'il nous faut toujours dire oui à tout ce qui se propose devant nous. Le philosophe, c'est celui qui dit non. Le super vivant, c'est celui qui dit oui. La pensée raisonnante dit non. La pensée raisonnante,
Elle discrimine, elle trie, elle calcule, elle élague. La pensée englobante, la pensée vivante, elle absorbe tout, elle prend tout. Et, et, elle, et elle a la dignité d'aimer cette terre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous advienne. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, les petites réflexions, le petit passage où j'ai rajouté on fait face. J'avais envie de mettre un petit peu de musique dans mes commentaires. En fait, dans les commentaires de Nietzsche, c'était tiré de l'Antéchrist. L'un de ses derniers ouvrages avant de... Je pense que le dernier, c'est Che Homo, avant de sombrer dans la folie. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.